Pourquoi construire l'Europe? Aujourd'hui, nous allons aborder les causes actuelles. La cause principale, c'est de sortir de la crise. Alors nous allons voir que l'Europe n'est pas la cause de la crise, mais que l'Europe est l'unique solution pour sortir de cette crise. Tout d'abord, l'Europe n'est pas la cause de la crise. L'euro est innocent de cette crise, mais pas totalement. En effet, les origines fondamentales et profondes, tant proches que lointaines, sont ailleurs. Elles sont tout d'abord aux États-Unis. Ce sont les subprimes. Les subprimes, c'était ces prêts consentis à des ménages peu solvables et qui sont devenus totalement insolvables par suite de la hausse des taux d'intérêt qui ont renchéri les remboursements et compromis ces remboursements. Ensuite, ça s'est diffusé aux États-Unis et dans le reste du monde. La deuxième origine, c'est la mondialisation ultralibérale d'origine anglo-saxonne, essentiellement du fait de Reagan et de Thatcher, qui s'est traduit par une mondialisation exubérante, une interdépendance non régulée, et tout ça parce que l'on croyait en l'efficience des marchés, c'est-à-dire que ceux-ci allaient corriger automatiquement les déséquilibres, et c'est le contraire qui s'est produit. Cette mondialisation s'est aussi traduite par une financiarisation du capitalisme, ce qui a généré une économie casino qui un jour a explosé. Aujourd'hui, il faut réglementer la finance, mais il faut le faire intelligemment. L'Europe l'a entrepris sous la direction de Michel Barnier, et les États-Unis le font aussi de leur côté. Troisième origine, c'est le comportement des États. Le pilotage économique laxiste, irresponsable des gouvernements des pays développés en est la cause. Ils ont empilé des déficits publics chroniques pendant des décennies. En France, le dernier budget en équilibre remonte à 1974. En même temps, nous avons connu des déficits explosifs des balances commerciales qui traduisaient des pertes de parts de marché à l'exportation par suite de l'érosion de notre compétitivité. Face à tout cela, l'Europe doit être le garde-fou contre les abandons et les erreurs des démagogies nationales. Mais si l'euro est innocent de toutes ces causes, il faut reconnaître par objectivité qu'il ne l'est pas totalement. En effet, lorsque l'euro a été créé, il ne marchait pas, comme l'aurait souhaité Jacques Delors, sur ses deux jambes. C'était une sorte de Méphisto boiteux. La jambe monétaire était robuste et développée. En revanche, la jambe économique, celle qui aurait dû piloter la politique économique, était quasiment atrophiée, quasiment absente, parce que les gouvernements n'ont pas voulu déléguer la moindre part de souveraineté, alors que dans les faits, elle avait en grande partie, sur le plan économique, disparu. Et ce gouvernement économique n'a pas pu empêcher les dérives, puisqu'il n'existait pas. L'euro a aussi été catalyseur de faiblesse et de laxisme. Il a facilité l'endettement par certains pays de la périphérie de l'Europe, un endettement parce que ces pays ont pu emprunter à des taux d'intérêt voisins des taux allemands, alors même que leurs fondamentaux étaient très différents et qu'ils étaient en train d'accumuler un endettement qui s'est révélé excessif par la suite. Les marchés financiers n'ont pas fait preuve de discernement à cette occasion. Et là, ils portent aussi une part de responsabilité. Alors, l'Europe, une fois qu'on a vu les origines, l'Europe est l'unique solution pour sortir de la crise. En fait, l'euro a assuré la prospérité dans la stabilité au cours des 10 premières années de son existence, de 1999 à 2008. Ensuite, la crise a explosé. Et là, nous avons connu en Europe deux phases. La phase des pompiers, puis la phase des architectes. Dans la phase des pompiers, il a fallu éviter l'explosion et pour cela improviser une résistance. Alors, d'où venait la vulnérabilité des États européens? Eh bien, essentiellement du niveau d'endettement public très élevé. Et ce niveau d'endettement public a engendré chez les créanciers des doutes sur la capacité de remboursement des États. En conséquence, ils se sont soit abstenus, soit ont demandé des taux d'intérêt très élevés, incluant une prime de risque à la hauteur du risque de non-remboursement qui était estimé, mais cette hausse des taux a aggravé la situation. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les anticipations autoréalisatrices. Lorsqu'on a peur d'un événement, eh bien, on produit sa survenue.
Alors, d'où venaient ces surendettements publics? Eh bien, essentiellement des politiques antérieures à la crise, on vient de l'évoquer, mais aussi de la relance conjoncturelle 2009 pour éviter la récession, comme en 1930, et la fragmentation protectionniste du négoce international. Pour aussi apporter un soutien au système bancaire, pour éviter la ruine des épargnants, et maintenir la capacité de financement des entreprises par les banques, et ainsi limiter le chômage qui sinon se serait généralisé. Il a fallu improviser des solutions dans l'urgence, car l'Europe ne disposait pas d'un dispositif anti-crise, ni de système de décision rapide, d'où des sommets de la dernière chance en sommets de la dernière chance. Et on a pu dire trop peu, trop tard. Mais l'Europe a été sauvée, néanmoins. Alors, cette absence de dispositif anti-crise provenait de l'absence de gouvernement économique, parce que celui-ci aurait impliqué une délégation de souveraineté ou bien une souveraineté partagée exercée en commun qui a été refusée par les États au moment de la création de l'euro. Alors dans l'urgence, une thérapie palliative a été mise en place. Elle s'est traduite par une solidarité limitée dans un premier temps, prêt direct à la Grèce, mais progressivement institutionnalisée. C'est ainsi que le Fonds européen de stabilité économique a été créé d'une façon transitoire. Ensuite, il a été pérennisé sous un autre nom, le mécanisme européen de stabilité. Son objectif, c'est de se substituer aux marchés financiers défaillants ou prohibitifs par les taux demandés, qui auraient risqué de créer une crise de solvabilité des États. Cette solidarité est demeurée limitée car l'Allemagne refuse la mutualisation des dettes publiques. Elle ne veut pas faire confiance à des États qui ne le mériteraient pas. Ceci étant, elle a raison. Finalement, en septembre 2012, la Banque centrale européenne, par la voix de son président, a dégainé sa dissuasion nucléaire anti-spéculation. En effet, Mario Draghi annonçait qu'il ferait tout le nécessaire pour limiter les hausses de taux excessives. Aussitôt, les attaques spéculatives ont été suspendues. Ce temps gagné par la thérapie palliative a permis de mettre en place une thérapie curative. En effet, il faut arrêter la progression de l'endettement par des politiques de rigueur budgétaire. Ainsi, le semestre européen a été créé. Ce semestre consiste en un contrôle mutuel des pays en amont de l'adoption des budgets, pour vérifier que les déficits qui sont encore présentés restent bien dans le cadre du pacte budgétaire. Le pacte budgétaire, c'est le pacte pour la stabilité, la coordination et la gouvernance, c'est-à-dire que les États doivent respecter les engagements qu'ils ont souscrits. Aujourd'hui, toutefois, il y a une interrogation. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin, trop vite ? Parce que même si des redressements apparaissent en Irlande, en Espagne, on s'interroge pour savoir s'il n'y a pas une concentration excessive d'austérité, un rythme trop rapide, et il semblerait que nous soyons entrés dans la zone d'effet pervers, c'est-à-dire que les résultats obtenus sont à l'inverse des résultats recherchés, notamment dans le domaine des déficits budgétaires. Heureusement, nous sommes entrés dans la phase des architectes. L'objectif, c'est un retour à un équilibre durable et à des thérapies préventives anti-rechute. Ceci a été synthétisé dans le rapport Van Rompuy, qui est président du Conseil européen, qui s'intitule « Vers une véritable Union économique européenne » et qui a été adopté par le Conseil européen de juin 2012. Il comporte 4 axes d'effort. L'union bancaire, tout d'abord, qui consiste à éviter que les États défaillants ne contaminent les banques et que les banques soient sauvées par de nouveaux États compromettant leur solvabilité. C'est la contamination réciproque qu'on veut enrayer. L'union budgétaire. L'objectif est de réduire les déficits et d'aller vers une mutualisation des dettes. Mais cette solidarité doit être conditionnée par davantage de responsabilité dans la durée des États. Sinon, l'Allemagne ne fera pas confiance, je l'ai dit tout à l'heure. L'union économique.
il faut mettre en commun tous les moyens pour accéder à une croissance suffisante pour rembourser le lourd endettement. Seule la croissance nous permettra de rembourser cet endettement. L'union politique, enfin, pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement, surtout des décisions économiques d'ailleurs. Il faut que l'Union puisse concevoir aussi des politiques qui s'inscrivent dans un cadre global et dans la durée. Ce serait un grand pas en avant vers davantage d'exercice en commun de la souveraineté économique. Et surtout pas ce que proposent certains, à savoir un repli frileux sur des monnaies nationales, sur des protectionnismes nationaux qui seraient simplement des sources de marasme, de chômage et de régression. L'Europe est la solution, la seule solution. Mais la route est longue, elle est semée d'obstacles. Et l'Europe a besoin du soutien de tous les Européens. Mesdames et messieurs, l'Europe, pour sortir de la crise, a besoin de votre soutien.